mais donc on va refaire un passage par le bunker. Donc ce bunker qui était en fait le bunker privé d'Hitler pour son séjour. Alors bunker privé qui se trouve à quelques mètres seulement du pavillon où était son appartement, afin de ne prendre que quelques secondes pour s'y mettre à l'abri en cas de bombardement. Donc, le service de sécurité de l'organisation Todd décide de construire ce bunker ici sur place. Donc c'est un cube de béton de à peu près 7 mètres de long, avec un poids estimé à 600 tonnes pour le béton. Il faut vous imaginer également qu'il y a à peu près 600 tonnes de béton qui forment également les fondations. Donc le cube en béton que vous avez ici, vous imaginez le même cube dans le sous-sol. Alors pourquoi aussi lourd et aussi gros? Bien, c'est pour lui garder un bon équilibre en cas de bombardement. Bon, pour le moment, c'est bombardement des gouttes d'eau, mais en cas de bombardement, il faut que le bâtiment reste bien stable, ne commence pas à s'effondrer d'un côté ou de l'autre. Donc en créant des fondations aussi lourdes et aussi épaisses. Donc ce sont des fondations pleines, il n'y a pas de souterrain, on ne descend pas dans le sous-sol du bunker ici. Vous avez un bâtiment qui peut en tout cas résister au bombardement des bombes de 1940. Alors, c'est un bunker qui n'a jamais été utilisé. Il ne sera d'ailleurs visité qu'une seule fois par Hitler, c'est lors de son arrivée le 6 juin 1940. Il va faire un peu comme vous, visiteur. Il va venir visiter ce bunker, s'assurer que sa protection est bien assurée par ce bunker ici. Et puis, il n'y remettra plus jamais les pieds. Pendant son séjour, il n'y aura pas de bombardement. Et le bunker n'a même jamais servi, même par après. Il n'y a pas eu de bombardement non plus sur Brûlis de pêche, puisque la couverture d'arbres est telle, il faut que vous vous imaginiez que ici à l'arrière, toute la partie qui est dégagée maintenant, c'était une sapinière, donc une zone très boisée qui va créer une pénombre importante, mais également un couvert d'arbres qui permet de ne pas être vu du ciel. Les avions qui passent ici au-dessus lors de l'invasion en 1940 ne vont rien voir. Ils vont bien voir les mouvements de troupes, mais on est en pleine invasion de la France, donc ils se doutent bien qu'ils passent par la Belgique, mais à aucun moment ils ne vont voir la construction ni des baraques, ni du bunker. La couverture d'arbres, le secret gardé par le périmètre, et bien tout ça fait que cette zone n'a pas été bombardée. Maintenant, pour être certain, malgré tout, ils avaient installé tout autour du périmètre une défense antiaérienne, au cas où. Donc ici, vous avez un bunker qui est toujours équipé avec les portes d'origine. Ce sont des portes blindées qui ont 2 panneaux. Alors, pour vous montrer un peu ce que c'est ça. Donc des portes double panneau, ça vous permet d'avoir une évacuation possible du bunker en cas d'effondrement. Vous avez un bombardement qui arrive, une partie ici du bunker, donc du plafond qui va s'effondrer, vous allez avoir tout un tas de gravats, de béton, enfin tout ici. Si vous avez une porte pleine, vous restez coincé à l'intérieur. Vous ne savez plus sortir tant que personne ne vient vous chercher. Avec une porte double dans celle-ci, la même situation peut arriver et à ce moment-là, vous avez quand même une partie des gravats ici au-dessus. En poussant la porte, vous pourrez toujours quand même sortir. Ils n'ont pas inventé ces portes, elles existent déjà dans un château en Bavière, un château de Louis II de Bavière est équipé avec des portes de ce style-ci. Et puis c'est le même principe qu'on retrouve dans les paddocks, dans les écuries, vous avez le même principe. Donc des portes blindées qui vont fermer le couloir. Alors un couloir qui permet d'être à l'abri également des explosions. Admettons, vous arrivez à percer les lignes allemandes, vous arrivez devant le bunker, vous tirez avec, je ne sais pas quoi parce que je ne m'y connais pas, mais un bazooka disons, ça devrait les faire sauter en tout cas. Vous faites sauter les portes blindées ici, le souffle de l'explosion va être aspiré directement tout droit. Or, la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour votre sécurité, elle est perpendiculaire. C'est une autre protection qui est mise en place pour éviter les souffles des explosions. Donc la pièce, je vais vous donner quelques explications ici à l'intérieur parce que vous verrez, elle est relativement petite. Elle ne fait que 3 mètres sur 2. Donc c'est relativement petit, c'est d'ailleurs pour ça que l'on parle du bunker privé d'Hitler. Ça veut dire qu'en cas de bombardement, c'est principalement lui qui s'y abrite. Peut-être 1 ou 2 dignitaires qui l'auraient accompagné. Je suppose que si Göring avait été avec lui à cette époque-là, il ne lui aurait pas dit non, toi tu restes dehors. Il lui aurait dit de rentrer à l'intérieur. Donc vous avez ici une petite salle qui est équipée également d'une ouverture qui permet d'avoir une ventilation.
Il n'y a pas de ventilation électrique comme on peut le voir parfois dans certains autres bunkers souterrains. Ici, ça reste relativement des méthodes naturelles de ventilation. Donc cette ouverture pour nous est importante, ça nous permet de voir l'épaisseur des murs que vous avez pour ce bunker, à peu près 2 mètres en tout cas d'épaisseur du côté de cette ouverture. Elle est également fermée par une petite porte blindée et juste devant un arbre, ce qui permet d'éviter l'envoi de grenades par exemple dans cette ouverture pour accéder donc au bunker. Vous le verrez, l'arbre est de l'autre côté, on va d'ailleurs en faire le tour. Alors dans cette pièce, il y avait en tout cas un téléphone de campagne, puisque le système téléphonique de Brûlis de Pêche existait. C'était une petite commune qui s'autogérait et équipée d'un téléphone pour communiquer évidemment avec les communes extérieures. Donc c'est également un point stratégique et positif pour l'emplacement en tout cas du quartier général ici à Brûlis de Pêche, c'est qu'il y a un système de téléphone, donc les Allemands n'ont pas besoin d'installer ce système qui existait déjà. Et le téléphone qui était ici dans le bunker était relié directement à la place, à la commandanture sur la place de Brûlis. En sortant de ce bunker, vous avez directement l'arrivée sur le deuxième chalet qui à l'époque était le restaurant, ce que eux ils appelaient le casino. Donc c'est pas là où on va jouer des jeux d'argent, mais c'est le restaurant donc du quartier général. Donc un restaurant qui est dans le même style que le premier pavillon qui était l'appartement, un style bavarois, avec donc les mêmes types de rondins. Donc c'est la guerre, ça veut dire que le restaurant c'est des chaises pour manger, quelques tables. Mais ils ont aménagé ce qu'ils ont appelé un petit salon à l'intérieur. Il n'y a pas de sofa, il n'y a pas de fauteuil. En fait, le salon, c'est l'endroit où vous avez l'appareil de radio, la TSF. Alors à la TSF, bien, le soir, on se regroupe avec les chaises autour de cette TSF pour écouter les informations qui viennent de France, puisqu'on est à 10 km de la frontière. Les informations qu'on peut capter également d'Allemagne, pour voir si la propagande de Goebbels fonctionne bien. Et c'est notamment donc ici, dans ce casino, que Hitler entendra le 17 juin la demande du maréchal Pétain pour les accords de paix et donc la reddition de la France qui est déclarée à ce moment-là. Le 17, c'est la demande de Pétain. Il part d'ailleurs d'ici pour repartir sur Munich où il doit rencontrer Mussolini. Donc là, il a une bonne nouvelle à annoncer, c'est que la France, la campagne de France est terminée, les Allemands ont gagné. Il demande alors à ses troupes et notamment à son état-major de préparer les documents. Tout va être mis en place dans l'église du village ici de Brûlis. Donc ça veut dire quoi? La rédaction des documents qui vont être signés par les Français, mais également la traduction de ces documents. Au départ, c'est en allemand, donc il faut les traduire en français. Et il partira donc pour Compiègne et la clairière de Rotonde le 22 juin, donc il part d'ici, va à la clairière de Rotonde, où là tout a été remis en scène, c'est vraiment un décor de cinéma, tout est remis comme en 14-18, comme le 11 novembre 1918 pour l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le même wagon, les mêmes conditions, la même scénographie, c'est vraiment comme du cinéma, c'est fait exprès, c'est pour la propagande. Et donc il signe les accords et ensuite il repart et il revient ici. 6 heures plus tard, toutes les troupes, normalement, c'est le cessez-le-feu général, la guerre en tout cas pour les Français à ce moment-là est terminée. L'endroit, ça vous fait penser à quoi? À part au barbecue. Non, ils montaient là pour parler. Oui, vous êtes sur la bonne voie. En fait, c'est un peu comme une sorte de petit amphithéâtre. Oui. Alors, c'est une zone qui a été construite, on le croit en tout cas, pour que Hitler puisse venir y faire des discours. Ça veut dire que dans le fait que les Allemands allaient rester ici plusieurs mois, dans l'organisation TOT, on a construit cette sorte d'amphithéâtre en pierre. Alors, le banc qui est là est construit avec des plaques de schiste qui viennent de la région de l'Écaillère, près de Chimay. Et elle a la forme d'un oméga grec, la dernière lettre de l'alphabet grec.
C'était un banc sur lequel, bien, à la limite, les soldats ou l'état-major pourraient venir s'asseoir. Hitler va grimper sur l'estrade qui est là, en pierre également, et haranguer les foules, faire ses discours comme il sait très bien les faire. Alors, ici, on parle un peu plus au conditionnel parce que dans les archives, on ne trouve pas de traces de la rotonde. Donc, c'est une interprétation qui a été faite de l'endroit ici. Et on n'a pas de traces non plus de la présence d'Adolf Hitler ici sur place pendant son séjour. Maintenant, son séjour a été relativement écourté, ce qui fait qu'il n'a probablement pas eu l'occasion, en tout cas, de visiter ces endroits-ci. On sait qu'il a fortement utilisé le chalet, le bunker, le deuxième pavillon, la place du village, puisque là, au niveau du village, ils avaient réquisitionné les bâtiments, l'église, qui était donc une salle de spectacle, de cinéma où ils visionnaient les infos. L'école était devenue la salle des cartes, donc il se rend régulièrement également dans cette salle de cartes pour voir l'avancée un peu des troupes. Et l'auberge était le service de presse, donc la propagande qui s'est installée là. Donc il a beaucoup voyagé entre ces différentes zones de Brûlis, mais par contre ici, dans ce coin du bois, on n'a pas de preuve en tout cas qu'il y soit venu. Même chose pour la pièce d'eau que l'on va découvrir tout de suite, où là, c'est une zone qui a également été aménagée par les Allemands en 1940, par cette organisation TOL, mais on n'a pas non plus de traces de la présence d'Hitler dans cet endroit. Alors pourquoi cet endroit ici? Je ne sais pas si vous avez légèrement senti, mais en descendant, il commence à faire un peu plus frais aussi dans le bois. Donc on pense en tout cas que la pièce d'eau qui a été créée ici permettait de bénéficier d'une zone fraîche dans le bois, d'amener de la fraîcheur. Parce que ici, ils construisent fin mai, au mois de juin, Hitler arrive. Donc ça veut dire que normalement, en période de canicule, fin juin, juillet et août, il devrait toujours être ici. Et donc pour lui permettre d'avoir une zone plus fraîche, puisqu'ils savent que Hitler n'aime pas la chaleur, eh bien ils vont aménager ce plan d'eau qui est alimenté de façon tout à fait naturelle, par de l'eau qui vient du bois. Ils pouvaient venir ici, s'asseoir, bénéficier de la fraîcheur du bois, peut-être s'y reposer. C'est plus une zone de détente, si c'est possible à dire, en période de guerre en tout cas. Mais en tout cas, c'est une zone plus dans ce style-là qui a été construite ici. Comme ça, on a l'impression qu'on est sous la terre. Il n'y a pas du tout, en dessous du plancher que vous avez là, c'est le sol de la forêt sur lequel vient donc reposer cet abri. Et cet aspect d'enterrement est créé par le camouflage extérieur qui est apposé donc sur le toit de ce refuge, de cette cagna, puisque au-dessus de nous, vous avez énormément de végétation qui ont été installées pour permettre justement de se camoufler, ce qu'on appelle donc prendre le maquis. Être maquisard, c'est se camoufler, se cacher dans la forêt. Et donc vous avez ce style de cagna, donc d'abri de résistants, qui est donc créé dans la région ici. Alors, il n'y en avait pas ici sur le site même du mémorial de Brûlis-de-Pêche, parce que bon, pour les résistants et pour les gens de la population locale, ça reste quand même toujours un territoire allemand. Donc vous trouviez ce genre de refuge et d'abri à quelques kilomètres d'ici, le long de la route qui mène à Cuy-des-Sarres, là vous avez la chapelle du Maquis, que monsieur chauffeur connaîtra dans pas longtemps, puisque vous allez passer par le carrefour, et juste en face de vous, vous verrez, il y a cette chapelle qui est là, et à quelques mètres de cette chapelle, donc de l'autre côté dans le bois, se trouvait un abri de ce style-ci. Alors le nôtre ici est un peu plus sophistiqué et plus moderne, avec de très beaux rondins et des boulons et des vis. Mais les résistants, ils vont construire ça avec ce qu'ils vont trouver dans les bois. Donc des branches, des rondins. Ça peut même être parfois des cabanes, style cabane de jardin, qui vont servir de refuge aux résistants. Et donc la résistance dans la région, c'est plus vers 1943-44 qu'on va trouver un groupe de résistants plus important qui est le groupe D du service Othon. Donc le service Othon, c'est un service de résistance belge. Un groupe D qui est ici dans la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse, qui va être rejoint par un groupe qui vient d'abord de Bruxelles. Donc vous avez le groupe de Marcel Frankson, père et fils, qui se crée à Bruxelles parce que les Allemands vont fermer l'université libre de Bruxelles, donc l'ULB,
Et Marcel Frankson, fils, est étudiant en médecine à l'époque là-bas. Il trouve ça tout à fait injuste. Son papa avait déjà été résistant lors de la Première Guerre mondiale et il décide bien de reformer un groupe de résistance pour donc lutter contre cette invasion allemande. Mais à Bruxelles, c'est très compliqué. Ils vont être vite repérés parce que ça s'apparente plus à du terrorisme qu'à de la résistance. Et bon, il y a la police, il y a les populations, enfin, il y a des gens qui sont peut-être plutôt collaborateurs que résistants. Et ils vont partir plus du côté des Ardennes, où ils vont être vite repérés également. Et ils vont trouver alors ensuite l'endroit un peu plus calme de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ici du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, et rejoindre ce fameux groupe D du service auto, où là, ensemble, entre 43-44 et la fin de la guerre, ils vont mettre en place des actions de sabotage très importantes, à peu près 60 actions, et principalement saboter bien tout ce qui est chemin de fer, comme les lignes de chemin de fer, les convois avec donc le sabotage des locomotives à vapeur, ce qui empêche donc le convoi à ce moment-là de continuer. Donc tout ça va être mis en place dans ce genre justement d'abris, qui sont donc les cagnards. Vous avez la carte juste à côté de la responsable de votre groupe, où là vous avez donc les différents abris. Les abris, l'officier payeur, voilà. Donc vous avez les différents abris qu'on pouvait trouver dans la région. Maintenant, la résistance dans le coin, elle s'est mise quand même en place un peu comme partout, très vite, dès le début de la guerre, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, qui ne sont pas d'accord. Donc ça va être quoi? Principalement des gens qui vont faire ça en individuel ou à 2 ou 3 personnes, pas des gros réseaux en tout cas, des plus petits groupuscules. Donc les gens vont faire des actions du style cacher les enfants juifs quand les rafles vont commencer. Ils vont leur permettre de se cacher en changeant également parfois simplement le nom de l'enfant, qu'il soit un peu moins juif. Samuel, ça fait un peu trop juif. Si tu t'appelles Bertrand, ça fait moins. C'est comme ça. Ils vont également permettre à des aviateurs alliés qui sont tombés ici parce que leur avion a été descendu, d'être cachés et puis d'être évacués. Donc c'est toutes des petites actions, bon il y aura peut-être aussi d'autres petites actions, mais ce sont des actions qui sont menées plutôt de façon sporadique, à gauche et à droite comme ça. Et il faudra vraiment attendre des groupes plus importants, comme ce groupe D, qui là vont quand même mettre à profit tout ce qui va être appris, en tout cas en tant que résistant, pour créer cette guerre secrète, cette sorte de guérilla face à l'envahisseur allemand.